tous. Alors moi, je m'appelle Jocelyn de Goër. Donc, je suis ingénieur de recherche au sein de l'UMR EPIA. EPIA, ça veut dire épidémiologie des maladies animales et zoonotiques. Donc, c'est une unité du département de santé animale. Et je suis basé sur le centre INRAE de Clermont-Ferrandé. Voilà. Et du coup, dans cette unité, je développe une thématique de recherche en intelligence artificielle depuis à peu près 2017. Et du coup, c'est voilà, sur des questions qui sont tout d'abord appliquées à l'épidémiologie, mais du coup, plus généralement, à l'intelligence artificielle en général. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai été invité par François et par Laurent et par Alexis, du coup, que je remercie. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de faire un petit panorama, en fait, de ce qu'est l'IA et de donner un peu des pistes d'utilisation et, voilà, et puis, malgré tout, aussi quelques contraintes. Alors, durant cette présentation, je vais toujours d'abord parler de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Ensuite, on va euh, présenter quelques grands principes de fonctionnement, après quelques cas d'utilisation, et enfin une conclusion. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, alors selon l'Union européenne, du coup, ça désigne la possibilité par une machine de reproduire des comportements qui sont liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, voire la créativité. Alors peut-être que le terme intelligence artificielle est sans doute, enfin pour moi en tout cas, une mauvaise traduction littérale de l'anglais qui est artificial intelligence. Tout simplement parce qu'en français, en fait, quand on parle d'intelligence, on parle de plutôt l'intelligence humaine, donc avec des raisonnements complexes, alors qu'en anglais, intelligence, ça veut plutôt dire qu'on va récupérer, on va collecter un certain nombre d'informations pour pouvoir traiter. C'est plutôt de l'analyse de données pour pouvoir voilà, faire un peu enfin, pour pouvoir tirer des conclusions, des grandes tendances, etc. On le voit notamment, par exemple, dans l'acronyme de ce qui est CIA, qui veut dire Central Intelligence Agency. Donc, qui est plutôt voilà, de la collecte de données dans le but de pouvoir en faire une certaine analyse. Donc, dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs, enfin, c'est un terme très générique, en fait, où il y a plusieurs sous-familles. Donc, on va plutôt parler de l'intelligence symbolique. Donc, tout d'abord, donc, qui est la première branche qui s'est développée. Donc, l'intelligence symbolique, c'est basé sur des raisonnements voilà, formels ou logiques. Donc, ce qu'on peut appeler des algorithmes. Voilà, du coup, ça a été par exemple notamment les systèmes experts, les graphes sémantiques ou les ontologies. Ensuite, après, il y a la branche de l'IA qui se développe le plus actuellement, donc que l'on connaît le plus actuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle les IA connexionnistes. Donc, c'est plutôt une approche qu'on va appeler probabiliste, où la machine est, entre guillemets, avec des gros guillemets, capable d'apprendre par elle-même à partir de données qu'on va lui fournir, de données d'exemples. Et donc, dans cette famille d'IA connexionnistes, il y a encore une sous-branche qui s'appelle le deep learning, donc qui est une sous-branche du machine learning et qui se base sur l'utilisation de réseaux artificiels. Bon, je détaillerai ça un petit peu plus dans quelques slides. Alors, si on reprend la cartographie de l'IA, donc voilà, on a le cercle général de l'intelligence artificielle. Ensuite, après, on a plutôt le machine learning. Donc, dans le machine learning, on a par exemple des méthodes telles que les forêts aléatoires, des méthodes de classification automatique, les méthodes de SVM, les méthodes de régression. Voilà. Ensuite, on a une sous-partie, donc, qui est les réseaux de neurones. Et dans les réseaux de neurones, on a encore une sous-partie qui est le deep learning, donc qu'on peut traduire en français par l'apprentissage profond. Et enfin, dans l'apprentissage profond, on a une sous-partie, celle qui se développe le plus actuellement, c'est ce qu'on va appeler les IA génératives. Donc l'IA, de façon générale, est appliquée dans de nombreux domaines, notamment en recherche. Tout d'abord, pour faire de l'analyse d'images, de la classification d'images ou de vidéos. Elle est aussi beaucoup utilisée et elle a apporté beaucoup de choses dans le domaine de la bioinformatique. Elle a apporté aussi pas mal de choses au niveau de l'analyse des séries temporelles. Voilà, de la reconnaissance de son, reconnaissance vocale, analyse, voire création de son aussi.
Donc c'est aussi une grande aide actuellement pour voilà, c'est une grande révolution au niveau de la médecine en tant qu'assistance au diagnostic médical. Et depuis quelque temps, voilà, on l'utilise aussi beaucoup, les nouvelles méthodes d'IA, notamment les IA génératives, pour faire de l'analyse, voire de la génération de texte. Et voilà, et ce qui est vraiment arrivé depuis 2022, c'est les agents conversationnels, tels que ChatGPT, que je pense que la plupart des gens connaissent ici. Du coup, si on regarde un petit peu l'historique, donc l'IA, en fait, c'est quand même une histoire qui est quand même assez ancienne, hein, puisque ça a commencé dans les années 40 avec les premiers fondements théoriques de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle encore actuellement le premier neurone artificiel, qui a été défini mathématiquement en 1943. Ensuite, voilà, on va voir aussi que l'histoire de l'IA aussi est vraiment très très corrélée au progrès de l'informatique en général. Et donc, en 1950, on a les bases de l'informatique qui est basée sur un système binaire. Donc, c'est l'informatique que l'on connaît toujours actuellement. Ensuite, après, en 1956, il y a eu une conférence vraiment très importante qui a défini ce qu'était l'intelligence artificielle et du coup le terme d'intelligence artificielle. Et en 1957, on a eu la première expérimentation. Donc, ce n'était plus que ce n'était pas que théorique, c'était vraiment aussi une première expérimentation avec le premier réseau de neurones voilà, qui s'est appelé le perceptron. Ensuite, après, dans les années 60, l'IA a continué à se développer avec, par exemple, le développement du premier agent conversationnel qui était utilisé dans le cadre de thérapie. Ensuite, en 1971, voilà, on arrive dans les années 70 avec l'arrivée de la micro-informatique, avec voilà, l'explosion de ce qu'on appelle l'électronique, avec la miniaturisation du coup des microprocesseurs. Et en 72 aussi, on a eu par exemple le premier système de reconnaissance vocale ou des systèmes en médecine qui permettaient notamment de pouvoir diagnostiquer les infections bactériennes du sang. Ensuite, après, entre 1974 et 1980, il n'y a plus du tout de progrès, ni théorique, ni au niveau au niveau de l'ingénierie. Donc, il y a eu ce qu'on a appelé le premier hiver de l'IA, donc c'est-à-dire un gel des financements et donc un gel des recherches. Ensuite, on arrive dans les années 80. Donc, dans les années 80, ce qui va plutôt se développer, voilà, c'est l'arrivée de la naissance de l'informatique personnelle, où les gens, toute personne, toute entreprise, ont pu commencer à acquérir leur propre micro-ordinateur. Ensuite, quelque chose voilà, de nouveau, les recherches en IA euh, reprennent et ont quelques grands succès, notamment avec la méthode de rétropropagation du gradient, qui est vraiment essentielle dans le mécanisme d'apprentissage du coup des réseaux de neurones. Ensuite, après, de nouveau, un second hiver de l'IA, et en 89, il y a quand même eu une avancée vraiment majeure donc, avec Yann Lequin, qui est considéré comme étant le père du deep learning, puisque durant sa thèse de doctorat, il a développé le premier réseau de neurones qui était capable d'identifier, là, en l'occurrence, c'était des codes postaux, donc c'était pour les postes américaines, donc des codes postaux qui étaient écrits de façon manuscrite. Ensuite, quelque chose aussi, voilà, qui a permis de créer, de générer vraiment une multitude de données. Donc, c'était la création du World Wide Web, que l'on connaît toujours actuellement. Ensuite, en 1996, quelque chose aussi qui a fait beaucoup de bruit au niveau du grand public, c'était que l'IA qui s'appelait Deep Blue, donc c'était une IA d'IBM, qui avait été paramétrée pour pouvoir jouer au jeu d'échecs, elle est quand même arrivée à battre le champion du monde de l'époque, qui était Garry Kasparov. Ensuite, après, on a eu voilà, l'arrivée de Google. Donc voilà, ça a permis de générer toujours plus de données. On a eu l'arrivée de Wikipédia, donc là on arrive dans les années 2000. L'arrivée des réseaux sociaux, donc ça a permis toujours de créer de plus en plus de données. L'arrivée de YouTube, pareil aussi, voilà, donc on a une accélération de la création de données, vraiment de façon exponentielle, et aussi l'arrivée des smartphones en 2007, donc ce qui a encore accéléré les choses.
Ensuite, après, il y a eu un événement aussi qui a permis le développement de l'IA, enfin, de la branche actuelle, en l'occurrence du deep learning, c'est l'arrivée des cartes GPU. Donc les cartes GPU, initialement, c'était pour faire des jeux vidéo ou alors faire des animations 3D. Mais il y a des ingénieurs qui ont réussi à les détourner un petit peu pour faire du calcul générique, notamment pour arriver à faire du calcul matriciel. Et donc, voilà, le calcul matriciel, c'est quelque chose qui est à la base des réseaux de neurones. Donc, ça a permis des avancées significatives et de pouvoir créer des réseaux de neurones de plus en plus gros. Et donc, à partir de 2012, on rentre dans ce qu'on appelle l'ère de l'apprentissage profond ou du deep learning, tout simplement parce que il y a eu les trois facteurs. Donc, on a eu des bases théoriques depuis les années 40. On a eu la création d'une quantité, d'une masse de données très très conséquente depuis les années 80. Et on a eu à partir de 2008, comme je le disais tout à l'heure, suffisamment de puissance de calcul pour mettre en application ces réseaux de neurones. Et du coup, depuis 2000, alors à partir de 2012, ça a commencé, voilà, une équipe de recherche s'est présentée à une compétition. En fait, l'idée de cette compétition, c'était d'arriver à classer le plus d'images possible. Et donc, ils ont présenté un premier réseau de neurones qui s'appelle AlexNet et qui a surpassé toutes les autres méthodes. Ce qui fait qu'en 2013, toute la communauté, du coup, scientifique s'est tournée vers ces nouvelles méthodes qui arrivaient. Ensuite, voilà, bah, tous les ans, là, depuis, il y a des nouvelles avancées, notamment par exemple les réseaux GAN en 2014. Donc là, les visages que vous voyez, c'est des images qui ont été générées, du coup, par des réseaux GAN. En 2015, on a eu les réseaux récurrents, donc, qui sont beaucoup utilisés pour capturer la dynamique, notamment des séries temporelles. Ensuite, voilà, quelque chose aussi qui a fait pas mal euh, de bruit au niveau voilà, du grand public, que, euh, c'était que une IA, AlphaGo, est arrivé à battre un des champions du monde de jeu de Go. Alors que voilà, depuis longtemps, on pensait que c'était pas possible de pouvoir créer une machine capable de jouer au Go. Mais là, elle a surpassé vraiment, et elle surpasse maintenant depuis la majorité des champions de ce jeu. Ensuite, en 2017, on a eu quelque chose qui est vraiment primordial pour les IA génératives, donc qui est l'architecture qu'on appelle l'architecture transformer, qui est un nouveau type de réseau de neurones. Ensuite, en 2018, on a eu la création d'OpenAI et les premiers modèles de langue, les premiers modèles de langage qui sont basés sur l'architecture Transformer. En 2019, on a eu l'arrivée du modèle GPT-2, donc voilà, toujours plus performant au niveau de la création de texte. En 2020, on a eu l'arrivée de GPT-3 et on a aussi vu une nouvelle forme d'IA qui s'appelle l'apprentissage auto-supervisé. En 2021, on a eu l'arrivée d'AlphaFold. Alors AlphaFold, pour la bioinformatique, ça a été primordial puisque à partir d'une séquence protéique, cette IA est capable de reconstituer du coup la protéine, la forme 3D euh, que possède cette protéine. Ensuite, en 2022, on a eu les premières IA qui permettent de générer des images vraiment à partir de texte, donc Stable Diffusion. On a eu le réseau aussi Whisper qui permet de faire de la retranscription à partir d'un fichier audio, donc on peut retranscrire sous forme textuelle. Et on a eu l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, donc c'est ça qui a certainement ouvert une nouvelle ère de l'IA qu'on connaît actuellement. Donc pour vous donner une image en fait de l'évolution de la taille de ces modèles d'IA, voilà, en 2015, on avait par exemple le réseau ResNet qui était capable de faire de la classification d'images. Donc on va parler pour la taille des modèles, on parle en paramètres. Et donc là, ResNet 50 avait 25 millions de paramètres. Quand GPT-4 est sorti, voilà, il est sorti à peu près en 2023. Quand il est sorti, donc il faisait 1600 milliards de paramètres. Donc voilà, on a vraiment c'est voilà, ces modèles sont de plus en plus gros, avec le souci, c'est qu'ils vont consommer de plus en plus d'énergie, notamment par exemple pour
entraîner GPT-4, ça a nécessité 25 000 cartes GPU, donc c'est à peu près 3 000 serveurs, sur une durée de 100 jours. Donc c'est énorme en sachant que une carte GPU consomme en une heure quand même 400 watts. Donc c'est vraiment énorme. Et rien que pour l'interrogation, on a besoin de 128 GPU. Voilà, donc ça fait à peu près, on est à peu près sur des ordres de grandeur en consommation énergétique qui sont supérieurs à 40 mégawattheures. Et voilà, pour vous donner une image, ce que ça représente par rapport à Google, on va dire que une requête de ChatGPT consomme entre 1 et 5 fois plus d'énergie. Donc c'est quand même un problème, et du coup la communauté quand même scientifique essaye de résoudre ce problème et la tendance actuelle, c'est d'essayer de diminuer la taille des modèles. Donc, ouais, c'est vraiment une tendance actuelle qu'on voit depuis le début de cette année. Alors au niveau de la mise en œuvre, quand on souhaite mettre en œuvre, utiliser du coup ces méthodes de deep learning, on a besoin tout d'abord d'avoir des jeux, d'avoir des données, donc des jeux d'entraînement. Donc ces jeux d'entraînement, ils doivent avoir été classés, annotés. On a besoin aussi de ressources de calcul. Donc ça demande voilà, des ressources de calcul GPU qui peuvent être importantes. On a besoin de pouvoir sélectionner une architecture. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait plusieurs architectures. Donc chaque architecture peut voilà, permettre de répondre à une problématique particulière. Et on a aussi besoin, donc, du coup, d'avoir un peu des compétences en programmation, en développement, notamment parce qu'il y a beaucoup de frameworks qu'on va pouvoir utiliser pour construire ou pour interroger les réseaux de neurones. Et voilà, au final, on a besoin de connaissances et d'expérience. Parce que, et puis surtout, il y a un état de l'art qui est en constante évolution. Vraiment, tous les jours, il y a des nouvelles publications, tous les jours, il y a des nouveaux systèmes d'IA qui sortent. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une discipline qui est en plein mouvement. Alors, j'ai passé un peu au niveau des principes de fonctionnement. Donc, pour vous donner un peu une idée de la différence qu'on aurait avec les méthodes traditionnelles, donc avec les méthodes de deep learning, on va prendre un exemple. Par exemple, on va essayer d'estimer le prix d'un bien immobilier. Alors, pour estimer le prix d'un bien immobilier, avec les méthodes traditionnelles de machine learning, on doit notamment délimiter ou définir des caractéristiques qui sont prédéfinies, qui peuvent être par exemple le nombre de pièces, la surface, le lieu de l'habitat, etc. On va devoir sélectionner, faire une sélection manuelle de caractéristiques qui nous semblent les plus pertinentes. Et on va devoir mettre toutes ces données de façon structurée. Donc, comme sur on va dire, on va faire un grand tableau Excel, voilà, et où qui va nous permettre de bien structurer ces données. Donc voilà, donc les méthodes de machine learning, ça va se baser sur des méthodes par exemple, de régression ou des arbres de décision. Donc ça, voilà. Donc l'intérêt, c'est que c'est très interprétable. On va savoir exactement comment sont prises les décisions, voilà, comment les algorithmes ont pu faire une classification ou faire une prédiction. Alors que les méthodes de deep learning, donc c'est une approche qui est différente. Donc on va pouvoir utiliser des données brutes de façon non structurée. On va pouvoir se baser par exemple sur les annonces immobilières enfin, qui sont textuelles, quoi. Et parce que l'IA elle arrive à extraire automatiquement les caractéristiques pertinentes. Et voilà, donc ça se base sur des réseaux de neurones profonds. Donc, et ces réseaux de neurones profonds, ils peuvent voilà, capturer des relations complexes et qui peuvent être aussi non linéaires, quoi. Par contre, ça va demander beaucoup plus de données que les méthodes de machine learning. Voilà, donc je vais illustrer aussi un peu le fonctionnement au niveau de l'entraînement. Donc, les réseaux de neurones, donc ça, c'est quelque chose en fait, le fonctionnement général s'inspire
du cerveau humain, du fonctionnement du cerveau humain. Donc, ces réseaux de neurones, ils sont composés de couches de neurones, donc ça peut être des dizaines, des centaines de couches, donc qui sont chacune interconnectées les unes aux autres. Donc voilà, et l'idée c'est de faire un processus d'apprentissage. Donc enfin, durant le processus d'apprentissage, ça va permettre d'ajuster en fait les liaisons qu'il y a entre ces différentes couches de neurones. Et donc les neurones artificiels, faut voir ça un peu comme une fonction mathématique. Donc il prend des données en entrée, qui va faire une espèce de somme de ces données et qui possède dans une seconde partie ce qu'on appelle une fonction d'activation. Et la fonction d'activation, en fonction de certains critères, de certaines valeurs, de certains seuils, elle va décider ou non d'amplifier le signal ou au contraire de le diminuer. Voilà, et après, alors, voilà, et une fois qu'elle a amplifié le signal, eh ben, elle va le renvoyer à la à la couche de neurones suivante. Donc voilà le fonctionnement général. Ensuite, pour illustrer le processus d'entraînement, voilà, j'ai pris un petit exemple. Là, on va essayer d'entraîner une IA à classer des images. Donc, on va prendre un jeu d'entraînement d'images. Donc, ça peut être voilà, des dizaines, des centaines, des milliers d'images ou des dizaines, des centaines de milliers d'images. Pour chaque image, on va appliquer ce qu'on appelle des convolutions. Donc, ça va permettre de faire ressortir les zones, les contours des objets, les zones au contraire qui sont plutôt régulières, où il n'y a pas beaucoup de contraste, etc. On va les faire passer, du coup, chaque image, chaque transformation par convolution va passer dans le réseau de neurones, et le réseau va essayer de faire une prédiction. Et cette prédiction, on va la comparer, donc on appelle Y chapeau, donc la valeur estimée, on va la comparer avec la vraie valeur. Parce que quand on a préparé notre jeu d'entraînement, on sait, on connaît la réponse. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir minimiser en fait les erreurs via une fonction ce qu'on appelle une fonction de perte. Et l'idée, c'est voilà, de minimiser cette fonction de perte. Et alors, quand le réseau fait une bonne réponse, donc c'est très bien, mais quand il fait une mauvaise réponse, on va arriver à le corriger d'une certaine façon parce que euh, on va arriver, on va reprendre chaque couche de neurones et on va pouvoir savoir quelle couche est responsable, enfin, à commencer à propager l'erreur, à pouvoir la corriger, l'adapter. Et c'est ce qu'on appelle la méthode de rétropropagation. Ensuite, après, quand on a entraîné suffisamment notre réseau, quand on estime qu'il est assez performant, on va pouvoir du coup, le mettre en production, donc l'interroger. Donc pour ça, on va lui passer une image. Donc là, c'est une image de tic, par exemple. Pareil, cette image va subir des transformations via une convolution. Elle va passer dans le réseau, mais cette fois-ci, le réseau, il est entraîné et il va devoir nous faire une prédiction. Donc là, voilà, en l'occurrence, là, il me dit que c'est une type du genre d'Herma Centaur avec une, un intervalle de 99% voilà, de probabilité. Donc voilà, donc depuis 2022, on a la démocratisation de l'IA générative, de ce qu'on a appelé l'IA générative. Et donc, on voit actuellement, on a ce qu'on appelle des modèles multimodales, c'est-à-dire que ces modèles, on peut les interroger par du texte, par de la voix, on peut leur donner des images, des documents. Ils vont être capables d'analyser ça et de nous faire une réponse, pareil, via du texte, une voix de synthèse. Ils peuvent nous générer des images ou ils peuvent nous répondre sur les documents. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs voilà, sur le marché. On a tout d'abord les modèles propriétaires, qui sont les modèles commerciaux. Donc, le plus connu, c'est ChatGPT, mais on a aussi Copilot de Microsoft, Gemini de Google. On a une autre IA qui s'appelle Claude aussi, qui est aussi connue. Et depuis le début de l'année aussi, on commence à avoir des IA chinoises, là, telles que DeepSeek. Après, ce qui va nous intéresser dans le monde plutôt académique ou le monde de la recherche, c'est plutôt les modèles open source. Donc il y a beaucoup de familles de modèles open source, telles que notamment la famille des modèles Llama, qui sont
distribués par Meta, par l'entreprise Meta. Et voilà, pour vous faire une idée un peu de la production des modèles open source et vraiment du foisonnement de la sortie de ces nouveaux modèles, en avril 2024, il y a une plateforme qui s'appelle Hugging Face là, qui, a qui recense un peu tous ces modèles et donc qui permet aussi de les télécharger. Et donc en avril 2024, ils avaient 581 000 modèles. Et en avril 2025, là, actuellement, ils ont plus de 1 500 000 modèles. Donc voilà, on voit quand même le foisonnement et voilà, au niveau de la communauté. Ensuite, après, il y a des initiatives, donc Mistral, qui sont un peu à cheval entre le modèle propriétaire et le modèle open source. Donc Mistral propose des solutions commerciales, mais aussi des modèles open source. Et donc, en plus de ça, c'est une société française, donc c'est quand même pas mal. Donc, alors, l'IA générative, c'est une branche de l'IA dont les modèles ont été entraînés à générer de nouveaux contenus. Donc, ça peut être du texte, des images, du son ou des vidéos. Donc, elles ont appris à partir d'un grand volume de données existantes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les interroger en langage naturel, comme je disais tout à l'heure. Donc, le mode d'interrogation, ça s'appelle un prompt. En fait, un prompt, ça va être les consignes qui vont interroger le modèle ou lui demander de faire telle ou telle action. Donc, quelles tâches est-ce qu'ils peuvent réaliser? Donc, ils peuvent faire de la génération de texte, de la traduction automatique, le résumé du texte, répondre à des questions. Donc là, c'est voilà, comme ce qu'on peut voir avec ChatGPT. Ils peuvent nous aider à classer des textes, de faire de l'analyse de sentiments, voilà, ils sont une aide précieuse à la programmation et ils peuvent générer des images ou des vidéos. Voilà, donc le principe de base. Le principe de base, il est vraiment très très simple. En fait, on a appris à ces modèles d'IA à générer simplement le mot qui suit. On va lui donner un début de phrase ou un début de texte ou voilà ou le début d'une séquence en général. Il va devoir apprendre à détecter ce qui est probablement le mot d'après ou la valeur d'après, quoi. Et donc, par exemple, ça donne ça, Christophe Colomb a, et il va devoir dire découvert ou un mot qui se rapproche. Et puis après, on va lui dire Christophe Colomb a découvert, il va nous dire l'Amérique. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Voilà. Et donc ça, voilà, donc ils vont apprendre sur les données qu'on va leur fournir, quoi. Donc ils vont apprendre des connaissances. Donc il se peut très bien, et là en l'occurrence ça peut être le cas, il se peut qu'il y ait quand même des biais au niveau des données. Donc s'il y a des biais au niveau des données d'entraînement, inévitablement il y aura des biais au niveau des réponses qui seront générées par la suite. Et donc, ça peut aussi donner voilà, des choses comme Christophe Colomb a découvert l'intelligence artificielle en 2022. Et là, c'est plus que des biais culturels, là, c'est vraiment voilà, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, ces modèles, en fait, ils vont générer des phrases qui sont statistiquement plausibles au sens grammatical, mais pas forcément au niveau, au niveau du sens. C'est pour ça qu'ils sont, voilà, il faut vraiment faire très attention aux contenus qui sont générés. Il n'y a pas de capacité de raisonnement, quoi. C'est simplement, et ça je le redis bien, il n'y a pas de raisonnement du tout, c'est un simple enchaînement de probabilités, hein. Et donc ces modèles, ils ont été entraînés à partir d'un énorme volume de données. Pour vous donner une idée, donc l'intégralité de Wikipédia dans toutes les langues, ça n'a représenté que 3% du corpus de données d'entraînement pour ChatGPT. Donc, alors, avec la phase qui est le plus connue de l'IA générative, c'est ce qu'on appelle les agents conversationnels. Donc, c'est des programmes informatiques qui ont été conçus pour simuler des conversations avec les humains. Donc, ils peuvent être généralistes ou alors ils peuvent être spécialisés. Donc, comment ça marche, l'architecture de base? Donc, l'utilisateur va poser une question, le modèle va regarder va prendre cette question, il va regarder s'il y a du contexte ou un historique aussi
voilà, au niveau du dialogue avec l'utilisateur, et il va générer une réponse. Donc ça, c'est vraiment le modèle de base. Ensuite, après, on va pouvoir spécialiser ces chatbots. Donc c'est ce qu'on appelle les méthodes de RAG, comme Retrieval Augmented Generation. Donc là, on va pouvoir donner un corpus de documents et on va pouvoir interroger notre chatbot dessus. Donc l'architecture, on va prendre nos documents, on va les transformer on va les éclater en petites phrases, en petites sous-phrases même, et on va les encoder, on va les mettre dans une base de données. Et lorsque l'utilisateur va interroger du coup cet agent conversationnel, du coup la requête elle va être analysée par un premier modèle d'IA. Après, ce modèle d'IA va aller rechercher dans la base de données pour générer une réponse. Et du coup, c'est comme ça que le modèle va générer une réponse qui a, qui est en rapport avec le corpus de documents. Donc ça, c'est une première méthode de spécialisation. Donc les méthodes de RAG, elles sont adaptées à des petits corpus de documents. Elles permettent de faire une mise à jour très rapide des connaissances. Elles permettent, bon, elles ont l'interrogation, du coup, est plus lente parce que le modèle est obligé d'aller regarder dans la base de données s'il a des connaissances. Et elles peuvent pas, ça ne peut pas être distribué parce que si on voulait distribuer ce genre de chatbot, il faudrait aussi distribuer tous les documents. Voilà. Donc, ça, c'est une des limitations. Ensuite, après, on a une méthode qui est voilà, un peu plus, qui est un peu plus technique, mais qui peut être aussi envisagée. C'est les méthodes qu'on appelle de fine-tuning. Et l'idée, en fait, on va réentraîner notre modèle. Tout à l'heure, on ne le réentraînait pas, on lui donnait juste accès à une base de données. Là, on va le réentraîner pour, à partir de nouvelles connaissances ou sur des nouvelles tâches. Donc, le processus de fine-tuning, on va prendre nos documents, il va falloir les transformer va falloir prendre toutes les connaissances qu'il y a dans les documents, les transformer en paires de questions-réponses, et on va avoir un processus d'entraînement voilà, similaire voilà, que tout à l'heure avec euh, on va faire prédire des choses, on va évaluer le modèle, et l'idée, ouais, c'est toujours de, euh, de minimiser notre fonction de perte. Donc, les caractéristiques, c'est que ça va nous permettre de créer un nouveau modèle qui est spécial, qui va être spécialisé. Donc, on peut le spécialiser voilà, sur différentes connaissances, différentes tâches. Par contre, l'entraînement peut être assez long et coûteux. Donc, ça va demander voilà, des ressources en calcul GPU. L'interrogation est du coup très rapide. Et on va pouvoir facilement le redistribuer. On peut distribuer juste ce qu'on appelle les poids du modèle sans devoir distribuer la base de documents qui a été utilisée pour l'entraîner. Donc c'est ce qui se passe d'ailleurs pour tous les modèles qui sont open source et qu'on peut télécharger. Ils ont été entraînés. Donc on a accès aux poids, on peut les utiliser, les interroger, mais on n'a surtout pas accès aux documents, aux données qui ont servi à les entraîner. Et on peut faire du fine-tuning du coup à partir d'images, enfin de textes, d'images ou de sons. Donc maintenant, je vais aborder le problème des hallucinations. Tout à l'heure, j'ai un peu présenté ce que c'était, mais voilà. Alors, les hallucinations, c'est une génération d'informations non factuelles ou inventées, du coup, par le modèle. Le modèle va nous répondre, mais voilà, il va exprimer quelque chose, mais un peu avec un peu trop de confiance excessive. Il va faire un peu ce qu'on peut appeler c'est un peu un confabulateur, quoi. Donc, c'est apparemment un phénomène qui est inévitable donc d'après la littérature. Et les causes, c'est que le modèle va tenter de répondre malgré un manque d'informations. Soit le prompt de l'utilisateur n'est pas assez complet, soit le modèle n'a pas toutes les connaissances. Donc il va quand même essayer pour essayer de répondre au mieux à l'utilisateur, il va inventer des choses, quoi. Voilà, donc avec des combinaisons incorrectes de connaissances, il va essayer aussi avoir des phénomènes de surgénéralisation, ou la mauvaise compréhension du contexte. Et ben, les conséquences, c'est il peut diffuser des fausses informations
ou mauvaise décision, voilà, prise sur des faits erronés. Et donc, ça peut conduire, bien sûr, à la perte de confiance dans ces systèmes d'IA. Donc, je vais donner un petit exemple d'hallucination. Alors, j'ai pris un petit exemple, tout ça. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui est réglé dans la plupart des modèles, mais c'est ce qu'on pouvait trouver encore en 2023, là. Donc, avant, quand on demandait à ChatGPT, peux-tu me faire la démonstration mathématique que la somme de deux nombres impairs donne toujours un nombre impair? Voilà, donc ce qui est faux. Donc, il va nous faire un raisonnement qui est tout à fait exact, mais par contre, il va conclure. Par conséquent, voilà, nous, la somme, voilà, il va nous dire que la somme de deux nombres impairs sera toujours impaire, ce qui est totalement faux. C'est simplement pour répondre au mieux à l'utilisateur. Et donc ça peut, voilà, ça peut vraiment être un problème. Et c'est des choses qui sont en train d'être réglées. On entend de moins en moins parler de cas d'hallucination, mais il faut quand même toujours avoir à l'esprit que ça peut encore exister. Voilà, maintenant je vais parler de quelques exemples d'applications. Donc on va, voilà, au niveau de tout d'abord la traduction multilingue. Alors je suis allé sur le site web du réseau Kalinou, donc j'ai pris un peu les premières lignes qui décrivent le réseau, et je les ai passées dans un LLM, et je les ai fait traduire du français à l'anglais. De la version anglaise, je l'ai fait traduire en suédois, du suédois à l'espagnol, d'espagnol au chinois, du chinois au coréen, et ensuite je suis revenu sur le français. Donc voilà, pour ceux qui utilisent Google Traduction, si vous faites la même chose, ça ne donnera pas ce genre de résultat. Clairement, voilà, il arrive quand même malgré les différentes traductions successives, il arrive quand même à garder l'essence même du texte. Et là, j'ai pas utilisé il y a des IA qui sont spécialisées comme DeepL, mais là, j'ai utilisé simplement une IA qui s'appelle Claude et qui n'est pas forcément spécialisée sur des tâches de traduction en plus. Ensuite, le deuxième exemple, voilà, je lui ai donné un article scientifique et je lui ai demandé de me faire un résumé en 200 mots. Donc c'était un article, je pense, qui avait au moins 7 ou 8 pages. Et du coup, voilà ce qui est généré. Donc on voit quand même qu'il y a des capacités de synthèse, des capacités de compréhension du texte, de compréhension de la langue, surtout que l'article est en anglais. Et là, je lui ai demandé, du coup, de faire le résumé est en français. Voilà. Alors, un troisième exemple, donc un exemple avec les méthodes de RAG. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné le référentiel NACRE. Le référentiel NACRE, c'est pour quand on fait des commandes, on va coder chaque article qu'on veut acheter. Et il y a une espèce de nomenclature. Voilà, et du coup, voilà, pour chaque commande, pour chaque article, on est obligé de donner cette nomenclature, voilà, ce qui va servir au niveau comptable. Et donc, je lui ai posé la question, voilà, quel code NACRE utiliser pour commander un Dell Precision mobile 3591? Et donc, voilà ce qu'il me répond. Il me sort le code NACRE. Il est arrivé à déterminer que Dell Precision Mobile était bien un ordinateur portable, et du coup, il va en déduire le, voilà, le code NACRE. Ensuite, après, je lui ai demandé, et pour des croissants? Donc, du coup, il arrive aussi à déduire et à me donner le bon code NACRE. Ensuite, après, j'ai essayé de lui donner quelque chose qui n'était pas dans le référentiel NACRE. Je lui ai demandé, peux-tu me donner une recette de gâteau au chocolat? Et du coup, voilà, il va me dire que il ne peut pas me fournir de recette de gâteau au chocolat. Et qu'il est fait pour répondre sur des questions qui concernent les codes NACRE. Ensuite, après, voilà, c'est quelque chose que je développe dans le cadre de mes travaux. Donc, c'est un exemple de fine-tuning donc sur des données épidémiologiques.
Donc, c'est le projet qui s'appelle le projet Epimodia, pardon. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de faire un système qui va essayer de prédire l'évolution d'une épidémie à partir de séries temporelles. Donc, les séries temporelles SEIR, c'est quelque chose qui est utilisé en modélisation épidémiologique, qui va décrire l'évolution d'une épidémie au travers d'une population. Et donc, dans cette population, il y a des personnes ouais, qui peuvent être susceptibles d'être infectées, d'autres qui sont exposées, d'autres qui sont infectées et qui peuvent contaminer les autres, et qui sont rétablis. Et donc, on a tout d'abord généré 120 000 séries simulées, et là, l'étape d'après, ça va être de spécialiser, du coup, le, notre réseau à partir de données réelles. Et du coup, on lui a demandé de faire on a fait un fine-tuning pour qu'il arrive à nous faire des prédictions. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a les courbes. Donc c'est une épidémie là, qui a été simulée sur une trentaine de jours. Et on va lui dire de faire une prédiction à partir du 21e jour. Donc les points, c'est les prédictions. Donc on voit que ça suit quand même globalement les différentes courbes. Donc ça veut dire que notre réseau, étant donné toutes les données qu'on lui a données, il a appris il a appris ce que c'était qu'une épidémie et comment ça se comportait au travers le temps, et maintenant il est capable de pouvoir faire des prédictions. Et ça, c'est grâce au fine-tuning. Voilà, maintenant je vais parler un peu des limites de l'IA. Donc les limites de l'IA qu'on peut rencontrer dans nos projets, c'est on manque de données. Des fois, c'est difficile d'obtenir assez de données qui sont représentatives du problème que l'on veut traiter. Par exemple, on avait un projet pour identifier le genre taxonomique des tiques. Et donc, dans le jeu d'entraînement, on voulait à partir d'images, pouvoir reconnaître quatre genres taxonomiques. Donc, le genre Ixodes, Dermacentor, Hyaloma et Rhipicephalus. Alors, pour les Ixodes, donc, c'est le genre nautique qui est le plus représenté, on avait 10 000 images. Mais par exemple, pour les Rhipicephalus, on n'en avait pas assez, on n'avait qu'une centaine d'images. Donc, ça veut dire que on n'a pas pu mener l'entraînement. On a pu faire globalement sur les Ixodes et sur les Dermacentor. Et sur les Yaloma, c'était quand même limite. Ensuite aussi, on a un peu vraiment ce qu'on peut appeler de la dépendance aux données d'entraînement, c'est-à-dire de risque de reproduire et d'amplifier les biais présents dans les données d'origine. Donc, par exemple, pour un autre projet, l'idée c'était là de pouvoir détecter les premiers signes de la maladie de Lyme, qu'on appelle des érythèmes migrants. Et du coup, on avait suffisamment d'images sur des peaux claires, mais on n'avait pas d'images sur les peaux sombres. Et du coup, voilà, ça peut poser un problème, notamment voilà, si on veut mettre ce genre de système en- en production, quoi. Ensuite, voilà, en IA, on a besoin de développer ce qu'on appelle des méthodes d'explicabilité. Parce que les réseaux de neurones, donc, les résultats qui sont produits par des réseaux de neurones peuvent être difficiles à interpréter. Et donc, on va devoir développer des méthodes qui vont pouvoir donner des indications de comment le modèle a pu donner sa réponse, quoi. Sur quels critères. Et donc là c'est toujours l'exemple des érythèmes migrants. Donc, on avait développé une méthode qui s'appelle GradCam. Et GradCam, là, ça permet de produire un peu des cartes de chaleur. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est que les zones chaudes, c'est les zones qui ont été utilisées par le réseau pour prendre sa décision, alors que tout le contour bleu, ça n'a pas du tout été utilisé. Voilà, lorsqu'on développe aussi des systèmes d'IA, donc il faut vraiment faire très attention au contexte. Je vais donner quelques petits exemples. Là, voilà, là, on sait, sur l'image de gauche, on ne sait pas si l'IA peut dire que c'est un tigre alors que c'est un chien. Et puis voilà, on peut avoir des problématiques de est-ce que c'est sur des images, est-ce que Chihuahua ou Muffin, ou alors un arbre, ou alors un brocoli. Et donc ça, c'est vraiment les informations du contexte qui vont pouvoir nous aider à mieux classifier, à mieux, analyser et classifier ces images.
Ensuite, voilà, au niveau des recommandations, là je vais passer un peu plus voilà, sur un peu sur ce qui est recommandations, réglementation. Alors, doit-on signaler que l'on a droit, enfin, que l'on a recours à une IA générative? Alors, on va dire plutôt oui, si on fait générer des éléments significatifs qui sont, voilà, par une IAG. Et plutôt non, si l'IAG, si on utilise l'IAG dans le cadre de traduction ou de correction orthographique. Après, il y a des questions là, qui peuvent revenir aussi des fois, c'est est-ce qu'une IAG peut être considérée comme un co-auteur? Et voilà, donc voilà, donc là je vous ai mis un extrait des consignes aux auteurs d'une conférence en IA qui s'appelle ICML, et donc ils disent bien que l'IA n'est pas un co-auteur. Ça peut être un outil, mais ce n'est pas un co-auteur. Un outil d'aide à la rédaction, mais pas un co-auteur. Maintenant, je vais parler voilà, plutôt de l'utilisation de l'IA dans un contexte institutionnel. Donc, il y a eu un groupe il y a à peu près un an, il y avait un groupe de travail qui a été missionné par Carole Caranta et donc qui a émis des recommandations. Bon, pour l'instant, cette première version, c'est des recommandations très, très générales, voilà, qui sont publiées notamment sur HAL, que vous pouvez retrouver. Et donc, bon, elles disent quoi? Qu'elles disent que donc, on peut utiliser des IA génératives, mais plutôt qui sont hébergées dans l'Union européenne et surtout conformes au RGPD, voire même mieux, hébergé au sein d'INRAE ou pour les services de l'État français en général. Ces recommandations disent aussi qu'il faut rester prudent par rapport aux contenus qui sont générés, voilà, car les utilisateurs enfin, qui utilisent des IA pour générer du contenu sont bien entendu responsables de ce contenu. Et aussi, il faut accorder une attention particulière aux questions liées à la confidentialité et surtout aux droits de propriété intellectuelle. Voilà, et en gardant bien à l'esprit que tout ce qui est envoyé dans une IA peut potentiellement être collecté et réutilisé dans le cadre des processus d'amélioration de ces IA. Et voilà, de façon générale, les préconisations, c'est qu'il faut continuer la veille technologique sur les IA, sur l'IA en général, développer une expertise au sein de l'Institut, mettre en place des infrastructures pour l'hébergement et la mise en place de services, maîtriser les flux de données, sensibiliser, former, accompagner les communautés et structurer la gouvernance de l'IA. Et donc, il va y avoir un deuxième document qui est en cours de validation par la direction générale, qui va présenter un peu les modalités d'application plutôt pratiques de l'utilisation d'IA au sein de l'Institut. Maintenant, je vais parler de quelques initiatives du coup, que j'anime au sein de la communauté INRAE. C'est tout d'abord la plateforme expérimentale qui s'appelle Collabia, donc depuis 2021. Donc Collabia, c'est une plateforme expérimentale d'ingénierie qui est dédiée au deep learning. Et l'idée, c'est de permettre aux équipes INRAE de développer des projets en deep learning ou plus généralement de s'initier à ces techniques. Donc on va mettre à disposition des ressources de calcul gratuites ou payantes. Si les équipes souhaitent acheter des serveurs, pour les utiliser, elles peuvent. Et on peut faire de l'accompagnement technique, méthodologique et du suivi de projet. Donc ça peut être du co-encadrement de stage ou de CDD. Ensuite aussi, je m'occupe d'une formation qui s'appelle INIDL, donc qui est depuis 2023, donc qui est maintenant qui est en train de devenir une école chercheur. Donc cette année, ça va être la deuxième version de cette formation. Donc elle est co-organisée avec la FTLV nationale et l'Université de Nantes. Et du coup, la prochaine école chercheur, elle aura lieu du 17 au 19 novembre 2025. Donc avec trois niveaux, initiation, approfondissement et un niveau avancé. Donc avancé, ça veut dire on va décortiquer un peu toutes les bases théoriques. C'est plutôt, voilà. Ensuite aussi, je suis co-animateur de ce qu'on appelle le réseau scientifique de neurones depuis 2023. Donc c'est un réseau qui s'adresse aux scientifiques qui travaillent sur des questions d'IA. Et du coup, l'idée, c'est de fédérer cette communauté. Et du coup, on a mis en place plusieurs webinaires ou plusieurs ateliers, voilà, et une première journée qui a lieu en 2024.
Voilà. Ensuite, ce qui m'occupe pas mal actuellement, c'est on a un projet de construction d'un CATI 4G qui s'appellerait le CATI Connect. Alors Connect, pourquoi? Pour l'IA connexionniste et aussi pour essayer de la connexion qu'on ferait avec les autres communautés. Et donc, ce serait donc centré sur l'IA connexionniste, donc qui sont les réseaux de neurones, le deep learning, les IA génératives. Et l'idée, c'est de fédérer une communauté qui travaille déjà sur ces questions, une communauté au niveau ingénierie. Les CATI, c'est plutôt niveau ingénierie, avec partage de connaissances, mutualisation des compétences, développer des projets d'intérêt collectif, et surtout un gros travail d'accompagnement des communautés, et avec des liens forts avec les départements tutelle, du coup, qui seraient tutelle de Sketi, la communauté des CATI et des PEPI, voilà, avec la possibilité de mise en place de correspondants IA. Voilà, être aussi en lien avec les réseaux scientifiques, comme le réseau scientifique de neurones, et puis la future gouvernance de l'IA, avec trois axes, mener des actions d'acculturation, de sensibilisation et de formation, faire de l'accompagnement technique et méthodologique, du suivi de projet, voilà un peu la suite de Collabia, et voilà, proposer aussi la gestion et la mise à disposition d'environnements de calcul, qui serait aussi la suite de Collabia. Voilà, pour aller plus loin, je vous propose deux vidéos que vous retrouverez dans le support, voilà, qui pour moi sont très intéressants. Tout d'abord, de, comment Jean-François Sénéchal et de Colin de la Higuera, donc, voilà, qui traitent bien du sujet de l'utilisation de l'IA dans un contexte de publication scientifique et de recherche. Du coup, pour conclure, alors l'intelligence artificielle représente une avancée majeure dans le domaine de l'informatique. L'IA peut probablement bouleverser de nombreux domaines, et va probablement d'ailleurs bouleverser de nombreux domaines. L'IA est de plus en plus accessible et simple d'utilisation. On le voit avec ChatGPT maintenant. L'IA va s'intégrer dans de nombreux systèmes, mais va être de moins en moins visible. On le voit par exemple dans les prochaines versions de Windows où ils ont prévu d'intégrer des formes d'IA. L'IA nécessite de gros volumes de données expertisées, doit être utilisée avec prudence et surtout, l'IA pose des questions environnementales, éthiques et des questions de société. Du coup, pour terminer, j'aimerais voilà, terminer avec une citation d'un philosophe qui s'appelle Hans Heidenreich. Donc, et ce philosophe nous disait que la technologie est le miroir de nos aspirations, mais aussi de nos craintes. Elle amplifie notre potentiel tout en révélant nos limites. Le véritable progrès réside non pas dans la machine en elle-même, mais dans notre capacité à l'utiliser avec sagesse et lucidité. Voilà, et du coup, pour terminer, en fait, ce philosophe et la photo n'existent pas, donc c'était vraiment une citation voilà, qui est générée par ChatGPT.